Le monde de la musique est merveilleux. Prenez la chanteuse américaine Ariana Grande. Elle est jeune, riche, elle a un succès gigantesque. Ses 5 albums ont presque tous atteint la première place des charts. Et la liste de ses récompenses serait beaucoup trop longue à énumérer. Et bien malgré tout ça, Ariana Grande est aujourd'hui une artiste frustrée. Car ceux à qui elle aimerait ressembler, ce sont eux. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle aimerait se mettre à rapper, non. Mais plutôt qu'elle envie aux rappeurs leur manière de produire et de diffuser leur musique. Et qu'est-ce que c'est, produire de la musique comme un rappeur ? Demandez à Lil Nas X, dont le single Old Town Road, sorti en 2019, a été un succès historique. So you were just like throwing stuff up on SoundCloud that you recorded in your bedroom? Either in the closet of my bedroom or the closet in my grandma's house. Le rapport avec Ariana Grande, c'est pas qu'elle rêve de travailler dans un placard à balai. Ce dont elle se plaint, c'est que pour les chanteuses comme elle, les processus de production et de distribution sont beaucoup plus lourds. Il faut faire un teaser avant le single, puis faire le single et attendre pour lancer des précommandes. Et la radio doit faire du bruit avant la vidéo et il faut faire des promotions ce jour-là et toutes ces conneries. Alors que moi je suis là-haut, j'ai juste envie de parler à mes fans, putain, chanter, composer de la musique et la balancer exactement comme le font ces mecs. Pourquoi est-ce que eux ils font de la musique comme ça et pas moi ? Pour bien comprendre ce qu'ont changé les rappeurs, il faut d'abord comprendre ce qu'il y avait avant. Et pour ça, j'ai rencontré Anne Cibron. Elle est connue pour être la manageuse de Booba, mais elle a aussi travaillé avec plein d'autres artistes comme Nekfeu ou Olivia Ruiz. Ce qu'elle explique, c'est que jusque dans les années 2000, dans l'industrie musicale, au centre de tout, il y avait ça. L'album. Un artiste dévoilait l'intégralité d'une œuvre, à savoir entre 12 et 20 titres, tous les 2 ou 4 ans, ou voire 10 pour les Souchons ou les Z. L'album, c'était le format roi. Il permet de créer l'événement et surtout d'attirer l'attention des médias. On pouvait avoir mis des mois à l'enregistrer. Et si on voulait qu'il se vende, il fallait le distribuer dans plein de magasins et faire beaucoup de promotions. Et ça prend du temps. On cherche notamment à promouvoir un tube qui donnera envie d'acheter tout l'album. On va voir les radios, en fonction de la programmation ou pas en radio, on fait un clip parce que le titre passe en radio, il commence à monter comme on dit. On va faire des émissions de promotion à la télé, on va à des cérémonies de remise de prix. Donc un titre, dans son développement, ça pouvait prendre entre 3 mois et 1 an. Voilà en résumé ce qui se passait pour les genres musicaux grand public, comme la variété, avec l'aide de grosses maisons de disques, les majors. Mais pour le rap, tout ce processus a souvent été différent. J'ai commencé à faire tourner des vinyles, tac, j'ai accroché sur ce sample-là, je l'ai pris direct. Le son, je l'ai fait même pas en 10 minutes, 15 minutes, quoi. D'abord, produire du rap, c'est souvent plus rapide que d'autres types de musique. Plus rapide et moins cher. Pour l'anecdote, on a vu Vald enregistrer de futurs tubes dans un placard insonorisé avec des coussins, ou Jul, plus gros vendeur de l'histoire du rap, qui a produit tout seul quantité de titres dans une cabane de jardin. Je vous le conseille. Sauf qu'une fois produit, encore faut-il que les morceaux soient diffusés. Et là, c'est plus compliqué. Il était très clair qu'il y avait une interdiction de territoire pour les artistes urbains sur les autoroutes promotionnelles de la musique en France. Le plus révélateur, c'est la radio, où le rap a toujours été un genre très minoritaire. Mais ce qui est fort, c'est que ces barrières n'ont pas arrêté le rap. Au contraire. D'abord, le rap s'est souvent organisé tout seul pour produire sa musique. Dans les années 2000, on a vu se développer un grand nombre de petites structures de productions indépendantes, comme l'a relevé une étude du ministère de la Culture que je vous mets dans les sources. Ensuite, étant plus productif que les autres genres et moins soumis à l'agenda des médias, le rap s'est souvent affranchi du format traditionnel de l'album. Avec des flopées de mixtape, EP, street album, compilations, etc., dont les définitions sont un peu floues. Enfin et surtout, pour faire connaître leur son, les rappeurs et rappeuses ont été obligés d'être inventifs.
afficher sauvagement dans les rues parisiennes, mettre des pochoirs par terre, faire des concerts improvisés dans des lieux de regroupement. Il y en a même qui ont créé des fanzines. Donc tout ça a participé aussi pour tous ces rappeurs indépendants à se créer une communauté assez solide. Du coup, quand la crise du disque a débuté, la presse spécialisée a commencé à décliner, ça n'a rien changé parce qu'ils se sont structurés très tôt. Ce que ça veut dire, c'est que quand Internet et le streaming sont arrivés, les rappeurs ont eu une longueur d'avance. Être capable de produire vite, dans de petites structures, leur permet de diffuser des sons rapidement, en permanence. Il y a énormément d'offres, il y a plus de 4000 titres qui sortent tous les vendredis. Des titres issus d'albums, ou pas, que l'on peut diffuser très vite sur les plateformes de streaming, où ils peuvent atteindre le plus grand nombre grâce aux playlists par exemple. Enfin, et surtout, Internet offre plein de nouvelles possibilités de promotion en dehors des médias traditionnels, des possibilités dont ils se sont vite emparés. D'après le New York Times, depuis 15 ans, toutes les innovations numériques ont d'abord pris racine dans le hip-hop. Les artistes en hip-hop, ils n'ont pas besoin de préparer la sortie très en amont. Ils sont souvent en fait leurs propres médias par les réseaux sociaux. Ils ont énormément de fans, ce qui leur permet d'avoir, dès qu'ils appuient sur un bouton et qu'ils annoncent quoi que ce soit, un retentissement énorme. Ce qui illustre bien aujourd'hui cette longueur d'avance qu'ont les artistes rap dans la diffusion et la promotion de leur musique, c'est YouTube. Oula, ça bug. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Oh tiens, mais c'est le règlement, cette super chaîne YouTube consacrée au rap. Bon vas-y, dis-nous en plus. Salut les champions! YouTube, c'est en effet un des meilleurs moyens de se faire connaître pour les rappeurs. Et pour ça, il y a une stratégie qui a très bien fonctionné ces dernières années, c'est de mitrailler un maximum de clips. Après plus de 10 ans dans le rap, Fianso a par exemple connu son envol avec sa série Je suis passé chez So, soit 10 clips sortis en 7 mois. Je te laisse aucune chance comme au planète rap de bar. J'ai le plus grand raté du game, je pique avant la Maracana. Résultat, 125 millions de vues pour la série et une signature chez Capitol dans le dernier épisode. Et depuis, le rythme n'a fait que s'accélérer avec de plus en plus de mecs qui émergent en sortant un son par semaine, comme Riles, Kikessa et Moi à la Squale. Autre technique pour se faire connaître, c'est de réaliser un freestyle sur une chaîne YouTube qui rassemble déjà une communauté rap. On peut citer les freestyles Bouscapé, ceux de Couvre-feu sur Au Calme, ou encore les règlements freestyle. Et oui, je fais ma propre pub, on se met à l'aise. Et YouTube, ça reste très intéressant même pour les rappeurs qui ont déjà percé. Tout simplement parce que c'est une des meilleures plateformes pour interagir directement avec leur communauté et créer de l'engouement autour des sorties. En 2016, Vald avait par exemple posté un clip sur fond vert pour son titre Eurotrap afin de permettre à son public de réaliser et poster leur propre montage sur YouTube. Là encore, énorme carton avec 19 millions de vues. Un autre exemple que je kiffe particulièrement, c'est le groupe PNL qui a lancé en 2019 un live YouTube pendant 16 heures de suite. Le live était rempli d'indices sur la sortie de leur nouvel album et c'était à la communauté de deviner le nom des titres de l'album en échangeant dans le chat et en partageant des théories sur Twitter. Et ça a tellement bien marché qu'ils ont refait le coup pour annoncer leur tournée de cette année. Enfin, YouTube, ça permet aux rappeurs de s'exprimer en dehors de leur musique sans pour autant avoir à passer par les classiques interviews promo. Ils sont de plus en plus à proposer des vlogs pour suivre les coulisses des concerts ou la vie en studio, ou encore des foires aux questions directement sur leur propre chaîne. La frontière entre rappeurs et youtubeurs s'efface petit à petit, avec par exemple Big Flo et Oli qui sont devenus des habitués des vidéos de McFly et Carlito, Lorenzo qui alterne sketch et clip, ou encore les youtubeurs Seb, Prime et Mr V qui commencent à connaître de vrais succès dans le rap. Avoir investi YouTube est un élément clé. On a beaucoup parlé du streaming dans l'épisode 3, de Deezer, de Spotify, mais l'acteur le plus important en termes de visibilité, c'est YouTube. Ça représente un stream sur 2. 98% des usagers de streaming l'utilisent, largement plus que Deezer ou Spotify, et chez les jeunes, c'est devenu la principale source de découverte musicale. Un outil incontournable pour se faire connaître donc, et un outil aujourd'hui dominé par le rap. Bon, mais s'ils ont été précurseurs, les rappeurs n'ont pas l'apanage de l'utilisation de YouTube ou des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les méthodes qu'ils ont participé à défricher inspirent les autres genres musicaux. Et par exemple, Ariana Grande, à la suite de ses déclarations sur le rap, a décidé de faire pareil, publier un titre sans aucun teasing préalable. Il a connu le plus gros démarrage de l'histoire de YouTube. Voilà, c'est la fin de la série Rap Business. Ce que j'ai voulu montrer dans ces 4 épisodes, c'est à quel point le rap
venu de loin, qui a été travesti, stigmatisé, a réussi à s'imposer durablement, et notamment en faisant de ses faiblesses une force. Et pour finir, je voudrais partager avec vous 3 choses auxquelles, à mon sens, le rap a contribué. D'abord, il a aidé l'industrie de la musique à se relever. On a beaucoup parlé de ses performances en streaming dans le 3e épisode. Ensuite, il permet à la musique et à la langue française de s'exporter. C'est désormais le 2e genre le plus exporté, derrière les musiques électro, mais qui donc ne comportent pas de paroles, mais devant la variété. Et puis enfin, il a aidé la société française à évoluer, notamment en donnant davantage de visibilité aux minorités. Voilà, je m'arrête là. Merci à tous d'avoir suivi cette série et à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne du Monde. Ah oui, et j'ai vu tous vos commentaires sur Griezmann.